parler aujourd'hui techno hors not techno. Du coup, pour ça, bon, on a le petit à bretelles, là, notre petit major. Hein, et puis, on a Christian. Allez, Christian, présente-toi. Alors bon, Christian Gagnard, donc je suis directeur médical et scientifique du groupe LPG. Donc moi, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser parler ces messieurs qui ont l'habitude, qui sont absolument super. Alors techno ou pas techno, bon, on sait que l'outil principal du kiné, c'est sa main, bien entendu. Alors est-ce que la technologie va aider cette main? Est-ce que la main va prendre le pas, c'est le cas de le dire, sur la technologie? Ou est-ce que c'est complémentaire? Ben, on va vous laisser parler, messieurs. Alors déjà, Xavier, la définition de la thérapie manuelle, tu peux nous en parler? Parce que c'est ça, on va commencer par ça. Vaste sujet. Donc bon, ITMP, Institut de thérapie manuelle de Paris, à l'origine de physiothérapie dans un temps 2, et avec cette vraie logique autour de la thérapie manuelle qui se définit comme une spécialité de la kinésithérapie selon l'IFOMT, qui est une émanation de la WCPT, et qui du coup définit la thérapie manuelle comme l'art de soigner avec ses mains, mais reposant sur un raisonnement clinique et des techniques spécifiques secondaires à un diagnostic préalable. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de soigner avec notre main. Et la question, malgré tout, c'est est-ce que je peux tout faire avec ma main? Ce que j'aime à croire, mais en même temps, la réalité me fait dire que parfois, il y a des trucs je ne sais pas faire avec ma main, et est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut le faire à ma place, ou un outil qui éventuellement pourrait m'aider à le faire? Oui, sûrement, enfin, je pense. Grégoire, toi, ton avis là-dessus? Je pense que déjà la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec notre main est quand même hyper intéressante. On en parlera aussi tout à l'heure sur quel est l'outil d'évaluation de notre main, quelle crédibilité on peut donner à notre main. Et du coup aussi, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pour faire très simple, quelqu'un vient avec une douleur de dos, et ce qu'on a érigé pendant longtemps comme étant un test valide, comme la distance doigt-sol, finalement n'est prédicteur d'absolument rien du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un peut toucher le sol avec ses mains quand il se penche en avant qu'il a moins de chances d'avoir mal au dos, et c'est pas parce que quelqu'un est raide qu'il a plus de chances d'avoir mal au dos. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est plutôt prédicteur de douleur, c'est le confort au sein du mouvement qui nous permet de savoir si jamais il y a plus de chances de développer des douleurs ou non. Donc en fait, à partir de là, on peut s'imaginer, est-ce que le fait de venir mettre les mains sur un tissu musculaire, de le ressentir extrêmement induré, tu nous as appris ça aussi à l'époque, à l'école, salut JC, que la tension d'un tissu pouvait s'évaluer à la main et qu'elle était directement corrélée à une douleur. Et on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et du coup, se pose la question, à quoi me sert ma main? Et là où on est plutôt d'accord, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des tests cliniques, qui sont pour le coup validés par la science, validés par des experts, et nos mains sont le moyen de faire un test clinique. Par exemple, un scapulaire assistant test porte bien son nom. On assiste le mouvement de la scapula sur l'élévation. Il faut avoir une main externe du clinicien pour le réaliser. Donc, déjà comprendre que une partie de notre main doit passer finalement au travers du raisonnement clinique, du raisonnement scientifique, pour n'être que la projection de mon cerveau. Mais c'est pas tout blanc, tout noir non plus. Voilà. Donc notre main, elle est fine, elle est forte, elle est capable de faire du diagnostic, elle est capable de faire des techniques. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire selon toi? Alors, elle ne peut pas être très précise en termes de qualité, en termes de quantité. Elle ne peut pas ressentir la douleur. Elle ne peut pas expliquer la douleur qu'elle est capable. Et elle a aussi un gros souci de reproductibilité. Et elle a un gros souci de traduction auprès de notre patient. C'est-à-dire qu'en fait, ma main, elle est subjective. Elle peut difficilement dire, là, aujourd'hui, votre douleur d'épaule, elle est à 4 sur 10. Et puis demain, elle sera à 3 sur 10. Et puis avec l'évaluation qu'on va faire comme ça à chaque fois, je suis reproductible dans mon bilan. Au niveau fatigabilité, dur à dire. Fatigabilité du kiné? Ah, je vais avoir une réponse de vieux con. C'est pour ça que je te l'ai posé. Mais... Vas-y, je pourrais sûrement aller un peu plus loin. Parce que t'es plus vieux et t'es plus con. Mais c'est le plus vieux qui a posé la question. Je crois que si à une époque, les kinés étaient surtout des masseurs kinésithérapeutes, la composante de fatigue physique due à la main
était une vraie composante. Moi, je me rappelle quand je faisais des stages, en effet, d'avoir des maîtres de stage de 45, 50 ans, je voyais leur paluche et je me disais, waouh, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, je considère que mon métier n'est manuel en termes de force, hein, d'effort physique, que de l'ordre de 20 à 30%. Je me fatigue plus à porter des poids et à les raquer, à les déraquer et à tendre des kettlebells toute la journée qu'à masser, ce qui est moins contraignant. Donc en fait, la notion de fatigabilité est probablement moins présente chez les plus jeunes générations, là où les plus anciennes faisaient 10 massages par jour, et ça, c'est épuisant. Et toi, Xavier, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi, j'ai un peu des mains quand même. Voilà. Alors, moi, je travaille moins maintenant. Je travaille plus qu'un jour par semaine au cabinet. Mais pour le coup, j'ai encore une pratique très thérapie manuelle. Et effectivement, je bosse un peu de manière physique. Ouais. Un jour par semaine, ça va. Je peux encore tenir longtemps. 5 jours par semaine, je ne sais pas si je tiendrai comme ça forcément très très longtemps. Et c'est là où effectivement la partie machine peut avoir aussi un intérêt que dans notre vraie vie au quotidien. Quand on bosse 5 jours au cabinet, eh bien d'avoir des temps où on a une forme de repos, au moins sur le plan physique, et que ça reste utile aux patients, on est bien évident, hein, c'est toujours le premier point. Je pense que la techno peut être vraiment quand même très utile. Moi, j'ai une métaphore, excuse-moi, assez rapide. C'est quand vous faites un café au cabinet entre deux patients, qu'est-ce qui est plus pratique? D'avoir juste une délonguille où vous faites 2 clics et puis vous avez déjà mis vos grains de café qui vous les sort, ou moudre vous-même votre café pour le faire et ainsi de suite. Et je pense qu'en fait, les deux sont complémentaires. Je pense qu'il y a un bon équilibre. Par exemple, allez, je vais prendre la métaphore du café qui marche assez bien. Qui ici a une machine Nespresso au cabinet? Ok. Qui ici a une DeLonghi avec du grain? Ok. Qui ne boit pas de café au cabinet? Waouh. Et qui a du café soluble? Oh, c'est dégueulasse. Vous avez compris ce qu'il veut dire là? Parce qu'il en pose des questions. Ma métaphore est la suivante. C'est que si jamais vous avez du Nespresso, vous faites le choix de ne pas avoir un bon café qui tue l'écologie et qui est très rapide à faire. Si vous avez une DeLonghi, vous aimez le bon café et vous préférez acheter du grain pour avoir un bon café qui marche bien. Et si vous avez du café soluble, c'est que globalement, vous passez vraiment à côté du côté pratique. Et si vous faites du café à la main, c'est que vous aimez vraiment prendre le temps. Et je pense qu'en fait, si vous comprenez que votre sensibilité, ce que vous aimez faire, que vous prenez un peu le temps de pas de recul d'étudier ce qui se fait sur le marché, la question elle est assez évidente, mais c'est plus tellement techno ou not techno, c'est pas non plus café ou not café, mais qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je me sens, comment je sens utiliser la machine, comment la machine et les valeurs de la machine résonnent pour moi et comment je peux l'intégrer à ma pratique. Alors, comment tu fais? Alors moi, un exemple concret. Moi, pour faire un exemple concret, les machines que j'utilise le plus, sur la techno le plus, ça va être des compléments de bilan avec le Uber pour exactement évaluer notamment de la mobilité associée à de la douleur et puis avoir un feedback réel. Aujourd'hui, à la première séance, vous étiez là sur vos amplitudes. Comprendre avec un outil un peu plus McKenzie pour les discopathies, vous êtes plutôt amélioré sur la flexion. Plus je vous fais de la flexion, plus vous êtes aussi amélioré sur la quantité et la qualité de votre flexion et aussi sur la quantité de qualité d'extension. Alors vous avez compris, j'ai pris un cas clinique assez facile où j'admets que mon patient est amélioré par la reproductibilité d'un mouvement. Mais ça me permettrait aussi d'évaluer l'inverse. Plus je lui mets de la flexion dans les dents, moins il tolère de la flexion, ainsi de suite. Donc sur l'évaluation avec le Uber, ce que je fais aussi beaucoup, c'est avec Wizio sur de la prescription d'exercices et qui est aussi complémentaire de ce que je peux faire avec le Uber. Donc, et il y a aussi un autre truc que je fais, c'est quand j'ai parfois des exercices qui sont ni sur le Uber ni sur le Wizio que moi j'ai trouvé avec le patient, je lui demande de sortir son téléphone, de me filmer et comme ça il a l'exercice à la maison. Donc en fait, à chaque fois pour moi, la techno n'est que le complément d'une information, d'un feedback, d'une mesure. Pardon, j'ai craché un popcorn de la taille d'un saladier. mais pour aller plus loin dans ma pratique. T'énerve pas, ça va aller. Vas-y Xavier, laisse-le se reposer. Vas-y. Moi, je vois vraiment 2 intérêts à la techno. Hier, on avait le prix Rééduca Innov. Un des 3 lauréats a été Kinvent sur l'idée de pouvoir évaluer et mesurer des choses. Et donc là où ma main est pas très forte, c'est sur l'idée de pouvoir quantifier, de pouvoir mettre une vraie gradation dans les choses. Ouais, objectivité. Hein. Et de pouvoir la tracer facilement. Ça, ma main, globalement, elle ne sait pas faire. Il y a des outils de mesure qui permettent de le faire.
Tu as cité le Uber LPG, il y a Kinvent, il y a d'autres tests, par exemple sur de la réalité virtuelle, où aujourd'hui ils sont capables de faire des bilans de mobilité, notamment au niveau cervical, complètement fiables et validés en fait. Il y a Optimergo que j'avais testé sur la vidéo que j'avais fait avec Fred Strour, qui est juste à côté derrière. Optimergo qui est un feedback de l'activation musculaire en comparatif gauche-droite, qui est assez intéressant pour voir dans quelle mesure vos groupes musculaires s'activent en termes de quantité et de qualité. Ça, c'est une première idée qui est vraiment où la techno, quelque part, est meilleure que ma main. Et dans donc, l'évaluation, ouais. Comme je cherche à être le plus performant possible avec mes patients, il y a un moment, je vais aller chercher ce qui va être le plus utile pour le patient. Et donc, la techno, à ce moment-là, carrément oui. Deuxième idée, c'est de faire des choses répétitives à faible valeur ajoutée, quelque part. Bon, vous avez tous traité des entorses de la cheville et vous avez tous lancé une baballe, autre truc là. Ça va, on a déjà un chien pour faire ça, théoriquement. Donc, le faire 10 fois dans la journée, jouer à la baballe, il y a un moment, mais ras-le-bol, quoi. Donc, si je peux trouver un moyen qui me permet de faire ça à ma place, qui me permet soit d'aller faire mon café, alors long, pas long, comme tu veux, hein, en grain, pas non, en mais de toute façon, grain la et tout. métaphore du café, elle est passée à côté. Trouve une autre métaphore. J'ai fait un tu l'as flop. foiré, ouais. Ah, je l'ai Ouais, chié. ouais, Elle ouais, était ouais. bien, elle était simple en plus. Non, mais, Super bien. on a des amateurs de thé, du coup, ça marche pas. Et On a une question sur la baballe, c'est ça? Ouais, vas-y. J'anticipe la question et j'ai hâte d'avoir la Alors, réponse. sur la baballe, je peux être assez d'accord. Le seul petit truc, c'est que ça peut être un moment à passer avec le patient aussi. On va lui montrer de l'attention, être avec lui. S'il a besoin de s'impliquer, ouais, mais c'est plus global que ça, je pense. oui, mais après, je suis d'accord. oui. Mais franchement, faire 5 ans d'études pour jouer à la baballe, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Moi, j'irais Donc, même. Vas-y, Xav, fini. Après, Non, mais j'ai un vas-y, complément vas-y. d'info. Rappelle-moi ton prénom. Pierre. Tu Pierre. étais là aussi l'an dernier, hein? Oui, c'est ça. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'on comprenne ensemble. Ta valeur ajoutée à toi, Pierre. Et globalement, posez-vous votre question. Votre valeur ajoutée à vous, est-ce qu'elle est de jouer à la baballe? Je me fais l'avocat du diable et je sais que c'est pas ce que tu penses. J'extrapole. Mais aujourd'hui, sur la qualité d'écoute, être présent avec un patient, il va pas te juger sur « je suis sympathique, j'ai renvoyé la balle ». C'est pas une question d'être sympathique. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais Vas-y, reformule. une entorse, bon, ça peut être quelqu'un de la vie de tous les jours, ça peut être un sportif. On sait que des fois, les sportifs ont besoin de beaucoup d'attention aussi. Il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà, ça me paraît être un détail qui peut être important des fois pour le patient, alors que nous, ça peut nous paraître insignifiant vu qu'on peut faire ça toute la journée. Voilà, c'était juste apporter un complément d'information. Non, mais j'aime beaucoup, Pierre, ta question. Et j'ai envie de te dire, ta réponse est tout aussi valable que la mienne et tout aussi valable que Xav, et je pense qu'elle est peut-être à un instant T une photo de notre pratique. Il n'y a pas de bonne réponse, Oui, voilà, clairement. c'était juste un petit complément. Ouais. Comme on dit, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc Exactement. Ça dépend vraiment de qui on a en face aussi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on imagine ensemble une autre possibilité de se dire, si ça va bien coller pour certains patients, personnellement, moi, en tant que kiné, je me sens plus aligné sur être à l'écoute et être efficace sur un temps de bilan et d'être capable d'examiner et d'évaluer correctement la cheville et de me dire, en fait, plutôt quelle course directionnelle il a besoin, quelle contraction musculaire il a besoin, à quel moment la douleur va évoluer, et de plutôt avoir le discours sur la partie thérapeutique. Et d'autre part, sur la question techno, évidemment, comme le café, ça convient à chaque patient, à chaque praticien, on pourrait imaginer, notamment sur le Uber, une évolution avec un bilan systématique de ses séances et de ses performances qui fait que le patient, au lieu d'en référer à son kiné systématiquement de là je me sens bien, là je me sens pas bien, c'est directement j'ai fait tous les exercices et là ma machine me dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Et au lieu d'avoir le côté interaction sur chaque exo qui va te faire 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, ce qui fait qu'en fait, d'un point de vue financier, à la fin du moment, tu as passé 25 minutes sur les 10 secondes, toutes les 3 minutes pour dire c'est bien, c'est pas bien, là en fait tu vas passer 3 minutes complètes à la fin alors qu'il aura déjà fait pendant toute une séance 20 minutes d'exercice en autonome et tu rebilantes derrière. Une fois de plus, il n'y a pas de bonne réponse. Évidemment que la mamie de 80 ans, elle sera plus rassurée que tu sois à côté d'elle en permanence, là où le sportif de 20 ans, lui, va préférer être autonome et regarder des chiffres à la fin. Et je pense que c'est ça notre vraie intelligence en tant que kiné, c'est cette lecture de la situation
et ne pas être dans le protocole. On n'aime pas du tout la notion de protocole avec Xav. C'est un peu pour ça que je voulais pas généraliser. Je suis d'accord, hein, dans l'absolu, je lance pas des balles toute la journée non plus. Hein, et des fois, ça me saoule aussi de le faire. Mais voilà, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face et ce qu'on pense qui va être bien pour elle aussi. Mais finalement, le moment où je m'adapte à lui est probablement pas le moment de la balle, mais là où je rejoins Grégoire, c'est avant, c'est dans les premières séances où il y a un temps qui est sûrement beaucoup plus fort et 95% de l'idée de l'alliance thérapeutique est menée plutôt dans là où les premières séances où on va vraiment expliquer la tendance et la ligne directrice de la rééducation et que ce temps effecteur va être plus réduit. Par contre, effectivement, ça n'empêche pas, en début de séance, de lui dire comment ça s'est passé depuis la dernière. À la fin de la séance, comment s'est déroulée la séance et est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Si tout est clair, paf, on se revoit la prochaine fois. Je dis la semaine prochaine parce que comme je les vois qu'une fois par semaine, c'est forcément la semaine prochaine. Ou alors, si c'est pas clair, comment on réévalue? Est-ce que vous avez une question et tout? On y répond avec plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère parler de prise en charge plutôt que de traitement en général. Alors moi, je préfère parler de traitement que de prise moi en charge. aussi. Parce que moi, je ne les prends pas en charge. Quand vous les prenez en charge, vous prenez la charge. Quand vous les traitez, vous les soignez, c'est fini. Je suis d'accord. Après, dans le traitement, il y a une partie d'auto-traitement que vous ne prenez pas en charge, justement. Mais moi, j'aime pas le terme de prise en charge. Les infirmières aiment le terme de prise en charge. Après, ce que je veux dire par prise en charge, c'est à partir du moment où ils rentrent dans le cabinet, où on s'occupe. Enfin, on fait un vrai bilan, on prend le temps. C'est dans ce sens-là que je veux dire prise en charge. C'est une bonne question, Pierre. Je suis désolé, mais je pense que... Enfin, je ne vais pas m'exprimer en ton nom, mais je pense que c'est infantiliser. Alors le mot est peut-être pas le plus juste, ou enlever de l'autonomie à nos patients, ou enlever de leur capacité de prise d'autonomie, de dire à partir du moment où vous rentrez chez moi, je m'occupe de tout. C'est pas vrai. C'est pas... Alors, c'est peut-être le mot prise en charge qui n'est pas adapté. Du coup. Pour moi, une prise en charge, on est d'accord. Prendre le temps avec le patient pour après lui permettre, lui, justement, d'être autonome au quotidien. Ça, on est d'accord. En fait, c'est dans ce Là, on est d'accord. Donc, c'est plus sur la sémantique où on buguait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et là, c'est un type qui va convenir à tout le monde, je pense. Quel que soit votre type de prise en charge, un truc qui va vraiment faire la différence dès la première séance, c'est d'annoncer la couleur à votre patient. Ouais. Il y a un truc dans lequel, parfois, on s'embrouille, c'est que nos patients viennent avec des attentes. Je m'attends à un massage, je m'attends à un bilan, je m'attends à être sur une machine. Et puis vous, dans votre tête, vous savez que votre traitement va être différent. Et au bout de la deuxième, troisième séance, quand vous changez d'itinéraire pour aller vers ce que vous aviez prévu, mais votre patient, il n'était pas au courant. Et il ne va pas être très investi. Exemple très concret, il vient avec des attentes de massage, il vient avec des attentes de manipulation. Vous avez fait une technique de massage au départ parce que vous aviez estimé au départ que c'était ce qu'il fallait, une technique de manipulation, et après vous avez identifié qu'il va aller faire des exercices. Et vous mettez exercice en place, séance 2, 3, 4, 5. Et que votre patient, vous voyez qu'il s'investit à la hauteur de 10% de ce qu'il pourrait faire. Il fait la moitié des reps, il est clairement pas proactif, il oublie de la moitié de ses exos. Je pense que ce serait intéressant pour vous de vous dire, dès la première séance, si j'identifie que mon patient aura besoin d'exercice, je vais lui dire dès la première séance, écoutez, j'ai identifié le problème avec vous, il vous faudra très probablement tonifier, remuscler, redonner de la mobilité, le déroulement de votre bilan. Et ça, je pense que ça prendra peut-être 3, 4, 5 semaines, 3, 4, 5 séances, et on va le faire ensemble. Mon job à moi, c'était d'identifier le problème. Ah, c'est bon ? Non, on l'a trouvé le problème, on l'a réglé. Ok. Mon job à moi, c'était d'identifier le problème, mais c'est vous qui êtes acteur et qui allez faire 95% du job. Et moi, je serai là à chaque début et à chaque fin de séance pour réévaluer. En fait, vous mettez ce cadre-là. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le patient qui doit se prendre en charge. Oui. Avec votre validation, mais c'est le patient qui doit se prendre en charge. Oui. Et en effet, si on veut qu'il y ait une réussite dans la rééducation, il faut que le patient soit conscient que ça doit venir de lui. Et je sais que certains d'entre vous, parfois, se disent « Mon patient ne fait pas les exercices que je lui ai prescrits. » Peut-être que dans la communication initiale, dès le départ, en fait, vous vous étiez pas bien mis d'accord sur les termes. Alors, il y a deux formules. Il y a une formule très 2023 d'être dans une communication complètement transparente où chacun aurait sa part d'égal à égal dans cette relation thérapeutique. C'est très bien.
dans la réalité des faits à 16,13 € pour une demi-heure et avec tous les profils de patients qu'on a, parfois je pense que d'avoir faire preuve un tout petit peu d'autorité, je ne parle pas d'autoritarisme, je parle d'autorité en disant ici ça se passe comme ça, moi je vous propose et c'est mon cadre, si vous êtes in et c'est moi qui vais piloter le bateau et vous êtes passager du bateau et on y va ensemble, mais à tout moment c'est vous qui allez reprendre les rênes du truc et c'est vous qui allez continuer la suite sans moi. Et je pense que c'est intéressant pour nous de prendre les patients à un instant T, de leur dire ça c'est mes conditions, on bosse comme ça et venez avec moi. Là où je vais rejoindre Pierre pour boucler un peu le truc, c'est que la techno n'est pas un bon moyen de communication. Ouais. Donc ça, on peut le dire de manière factuelle. Et la techno, du coup, c'est un outil pour m'enlever une part de répétitivité inutile à mon sens. À l'inverse, si on veut que ça marche bien avec le patient, n'hésitez pas à leur poser. Moi, je pose la question souvent. J'ai appris ça à l'hôpital Foch il y a 17 ans, 18 ans maintenant. Le dis pas, le dis pas. Si, non, mais il était déjà né. Et Jean-Paul Montigny posait la question régulièrement aux patients, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je garde cette question, je la pose régulièrement. Alors, plein de fois, c'est simple et la question ne mérite pas d'être posée, mais parfois elle mérite de l'être. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et comment vous pensez que ça va se passer, la rééducation? Ou qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Voilà. Mais ça, quelque part, c'est plutôt au début qu'elle se pose, à mon avis, cette question. Elle permet de gagner beaucoup de temps. Si on reste sur l'entorse de cheville, on peut imaginer 2-3 technos qui me paraissent utiles. Alors, un qui a concouru hier pour le prix Rééduca Innov, il n'est pas dans les 3 premiers, mais il était bien placé quand même, qui s'appelle Atlas et qui a créé un appareil pour faire travailler les éverseurs, parce que y a rien de plus chiant que de tenir une cheville, de lui tenir le pied, lui émettre ma main pour empêcher que ça remonte et tout, parce que ça casse les pieds, franchement. Enfin, moi franchement, au bout de 10, j'en ai marre, quoi. Enfin, et puis en plus, pour le peu qui pue des pieds et tout, enfin... non, mais c'est la vraie vie, non? Donc, s'il y a une machine pour faire ça à ma place, tant mieux. Si je le mets sur un Uber et que je peux avoir la plateforme qui bouge, choisir l'angle en plus dans lequel ça bouge ou pas, d'aller loin, d'aller pas trop loin, d'aller vite, d'aller pas trop vite et tout, et que la techno permet de gérer la répétition à ma place, tant mieux. Si je prends de la réalité virtuelle qui peut permettre de gérer aussi ce genre de choses et que j'ai pas à le faire, tant mieux. Voilà. Donc dans ce sens-là, la techno, oui, complètement. Moi, alors l'histoire de la baba, elle m'a fait penser à quelque chose, et ce que tu viens de dire aussi est vrai, mais comment tous les deux, vous évaluez l'importance du côté ludique de certaines technos? Aujourd'hui, capital. Ouais. Aujourd'hui, capital. Le côté un peu... Enfin, moi, encore une fois, si je prends que ce soit un Uber ou un... La virtuelle, tout ce qui est virtuel ou aussi, la réalité virtuelle, font des choses que je suis incapable de faire avec ma baballe, en fait. Et où moi je vais faire le même truc X fois, je vais moi me lasser et le patient aussi. Il va le sentir. Et bien finalement, cette partie-là va bien fonctionner. Alors après, on peut se dire, oui, bon, allez, les plus âgés, machin. Détrompez-vous, hein, vous mettez les plus âgés avec de la réalité virtuelle, ils sont hyper contents, quoi. Vous les mettez sur un Uber, ils voient leur progrès, parce qu'il y a en même temps le côté incentive, hein, gamification, alors pardon pour les mots anglais. Et le côté émulation. Le côté ludique, émulation et tout, qui est un côté top pour le patient. Et ça, le jeu, l'aspect jeu, permet de travailler réellement et parfois même durement. Sur le Uber, là, comment ça s'appelle votre truc là où on fait travailler les cuisses, là, que ça chauffe et... Sur le step, ouais, c'est le challenge. Ça, si vous n'avez jamais essayé, il faut essayer. Hein. Vous faites 5-10 minutes, au bout de 10 minutes, vous avez les cuisses en feu. Hein. Même moins. Ah ouais, c'est 1 minute 30. Mais sur l'aspect ludique, c'est vrai que c'est parfois en tant que pro de santé, on a un peu du mal à faire passer ce qu'on veut faire passer par du jeu parce qu'on a l'impression que ça nous décrédibilise. Et en effet, à tout âge, l'être humain, on est joueur, on aime jouer, on aime le challenge. Et en fait, c'est assez drôle de voir que... Et là, on a vraiment de la littérature là-dessus. Comment ? Surtout moi je suis un gosse. Mais on a ce côté-là où on se fait prendre au jeu, où ça crée du challenge, on a envie de voir le résultat, on a envie de le retester, on a envie de se comparer par rapport aux autres. Et je trouve que c'est un super bon facteur d'adhésion au traitement.
Et quand on sait qu'un patient adhère mieux au traitement et qu'il est dans le jeu, ça parfois, par moi, diminuer de la perception de la douleur et de pouvoir aller plus loin dans les bénéfices des exercices. Ouais, il y a le fait de déconnecter aussi le cognitif. Oui, C'est-à-dire, oui. Le cerveau se déconnecte complètement parce qu'il est focalisé sur autre chose que l'exercice. Et c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant. Ça a été hyper montré, notamment en VR, en réalité virtuelle, où il montre qu'on est capable de réduire par 2 la sensation douloureuse dans l'exo. Quand vous le mobilisez à la main, il vous donne une EVA, je vais dire à 8. Vous le mettez en VR où il va faire le même mouvement lui-même en actif et il vous décrit une EVA à 4. Voilà. Donc là, le côté techno, clairement, apporte quelque chose, encore une fois, que je ne sais pas faire avec mes petites mains ou avec ma petite bouche à lui raconter ce que je veux. Et ce truc-là est hyper Encore utile, moins en fait. si tu lui mets directement ta bouche sur son épaule, ça marche moins bien. Okay. Bon, il a une imagination débordante. Enfin, la conclusion de tout ça, c'est que c'est quand même très complémentaire. Exactement. Oui, et j'ai beau faire partie, diriger ITMP et être un amoureux fou de thérapie manuelle, je ne suis pas du tout opposé à la techno quand elle me sert à quelque chose. Alors après, si vous me posez la question qu'est-ce que je pense des ultrasons, ça tient en un mot, hein, c'est de la merde. Enfin, ça sert à rien, quoi. C'est mon point de vue. Il y a toujours un mec qui va dire autre chose, mais voilà, moi, mon avis, pour traiter du rachis, l'ultrason est à proscrire, quoi. Ouais. Voilà. Donc la techno n'est pas une finalité, mais c'est un bon moyen. Pierre, on va finir, mais tu as une question rapide? Oui, vas-y. Alors, c'est pas vraiment une question. Bon, je vais un peu passer pour le méchant, mais bon, il faut dire. Mais vas-y, mais c'est très bien, vas-y, Tu utilises de la techno? Alors, j'ai fait plusieurs remplacements, là, beaucoup même. J'ai vu beaucoup de Uber dans des cabinets. C'est pour ça que je vais surtout parler de ça. Ça dépend de comment c'est utilisé. Ah aussi. oui. Bien sûr. Donc, en fait, pour moi, le problème est peut-être là, c'est que dans beaucoup de cabinets, oui, c'est plus ludique pour le patient, mais j'ai vu des cabinets où le patient était dessus depuis 6 mois, le même programme. Et là, ça me pose un petit problème personnellement. On est tout à fait d'accord. 6 mois sur le Uber, ça fait long. 6 mois sur le Uber, ça fait long. 6 mois à utiliser le Uber pour faire uniquement ce qu'un plateau Freeman pourrait faire, ça n'a aucun intérêt. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on évoque souvent. J'aime bien prendre cette métaphore. Café, ouais. Alors, c'est une métaphore sur les bagnoles, les gars. Moi, je compare le Uber à une belle voiture de course. Et si tu l'utilises pour faire des créneaux dans ton garage, c'est quand même un peu con. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la vraie question qu'on se pose avec le Uber, c'est de se dire, le Uber, c'est une belle machine qui est extrêmement complète, mais si jamais tu l'utilises uniquement pour faire de la proprio de cheville, ça n'a aucun intérêt. Si tu n'utilises pas en plus tes connaissances pour faire de la progressivité sur tes exercices et que tu l'utilises plus pour parquer tes patients, tu passes à côté de ton job. Donc, se cacher derrière la techno... Faut toujours se demander quel est l'objectif derrière, en fait. Il y a ça, mais d'où, si tu veux, le lien entre le manuel et la techno, c'est la formation. Et la techno, elle est utile que si tu as une bonne formation. Si tu n'es pas bien formé, ça ne sert à rien. Il y a des questions? La dernière réponse à ta remarque, qui est juste en fait, c'est que là, c'est plus le problème de techno hors notre techno. Ouais. C'est le problème de qui n'est formé et volontaire ou qui n'est pas formé et pas volontaire. Mais je pense que c'est important de le préciser aussi. Bah oui, bien sûr. Et effectivement, si la techno sert juste à suppléer l'incompétence ou le manque d'envie de la personne, à ce moment-là, on se foire. Si maintenant on est motivé, volontaire, qu'on essaie de déterminer le meilleur moyen, la techno peut l'être à un moment et peut l'être dans une double logique, limiter la fatigabilité, intérêt économique aussi, il ne faut pas se voiler la face complètement. Kiné, on n'est pas condamné à mal vivre parce qu'on a un monsieur Fatome à la CNAM qui nous comprend pas et qui fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. S'il est là, voilà. Si vous voulez lui mettre un petit message, je ne l'aime pas, il le sait. Est-ce qu'il y a des questions? T'aurais pas osé ça? Une petite balle dans le dos. Ah bah écoute, ça tire balle réelle. Ah bah oui. Qui aime bien Monsieur Fatome? Tu vois, personne. Est-ce que vous connaissez Monsieur Fatome? Ben voilà, c'est surtout ça. C'est le DG de la CNAM. Voilà. C'est lui qui a signé l'avenant 7, là, qui a osé nous le proposer et qui nous a forcé avec un fusil dans le dos, qui nous a forcé à le signer bêtement. Bon. Il n'y a pas de questions?
Une conférence donnée par Xavier Dufour sur Monsieur Fantôme sera donnée à 11h30 demain matin. Ok. Je l'ai invité à parler, hein. Il a pas voulu. Ah ouais Bah non, il a piscine. Ouais, tu vois. Il a trouvé plus utile. Bon, merci beaucoup. Merci à tous, beaucoup bonne journée à et tous. bonne journée. Bonne journée. Merci.